Bien, dans les précédentes vidéos, je vous ai un petit peu expliqué le projet d'INOM qui s'intéresse à bien caractériser avec les méthodes modernes de la science ce qu'est un remède homéopathique. Qu'est-ce qui reste à... Donc on a vu qu'il y avait toujours quelque chose dans le remède homéopathique, c'était pas simplement de l'eau et du sucre. On a vu qu'il y avait des nanostructures dans l'eau, que l'eau se comportait de façon différente d'une eau normale. On a vu aussi qu'il y avait cette technique d'électrophotonique qui permet d'avoir de très belles images de ce qu'est une dilution homéopathique, parce que quand j'ai utilisé cette technique sur à peu près des centaines d'eaux différentes, on n'a jamais vu des images comme ça. Il n'y a vraiment que les remèdes homéopathiques qui génèrent les images que je vous ai montrées dans la vidéo précédente. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qui reste? Et bien évidemment la question c'est qu'est-ce qui se passe quand la personne prend un remède homéopathique. Donc là encore, on ne va pas invoquer ce que disait Hahnemann, quoique on pourrait, mais comme on veut convaincre les personnes qui sont sceptiques, on va utiliser le langage de la biologie moléculaire. Puisqu'aujourd'hui, depuis les années 50, on sait très bien, on connaît la structure des protéines, on connaît l'ADN, on connaît des tas de choses. Et si on veut convaincre des biologistes, qu'on va appeler BCBG, bon chic, bon genre, c'est-à-dire ceux qui estiment que tout est matière, on va utiliser leur langage pour qu'ils puissent suivre et comprendre quel est l'avantage d'utiliser une préparation homéopathique lorsqu'on veut soigner quelqu'un. Alors la première chose qui a été faite dans le cadre du projet d'INOM, c'est Étienne Capio, qui est biologiste, qui a mis au point et qui a fait ses expériences, c'est faire utiliser ce qu'on appelle des puces ADN. C'est-à-dire que vous prenez une plaque et puis vous mettez des morceaux d'ADN qui sont des gènes en fait. Vous en mettez, alors comme c'est tout petit, hein, une brin d'ADN, mais vous pouvez mettre 50 000 gènes sur une plaque et vous appelez ça une puce à ADN. Donc là, la puce qui a été utilisée contenait 45 000 gènes humains par puce. Et puis ensuite, vous allez mettre, alors ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on met un produit chimique, de la matière, les ADN vont réagir à l'espèce, au type d'effet matériel que vous avez mis ici, et ensuite on va regarder quels sont les gènes qui ont été exprimés, activés, quels sont les gènes qui ont été réprimés, et puis c'est comme ça qu'on peut savoir comment va agir telle molécule ou telle substance, on peut voir quels gènes vont être affectés. L'idée, c'est bien sûr d'utiliser la technologie qui est bien connue en biologie moléculaire, mais par contre, d'aller mettre sur l'ADN, non pas de la matière, mais un remède homéopathique. En particulier les 30 qu'on a fabriqués et étudiés en diffraction des rayons X, en EDS, en diffusion de lumière, en RMN, en électrophotonique. C'est les mêmes. On les met là dans la puce à ADN. Donc là, on va retrouver notre gelsémium, parce qu'on a étudié en fait, pour des raisons financières, comme tout ça c'est financé sur fonds propres, on n'a pu étudier que 2 remèdes, gelsémium et cuprom. Dès qu'on aura plus d'argent, on pourra augmenter le nombre de remèdes. Donc là, vous voyez, une série de gelsémium, et ce qu'on a constaté, c'est que ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on peut activer un gène simplement par une dilution homéopathique. Il n'y a pas besoin de mettre l'agent qui est connu par ailleurs pour activer des gènes. Alors évidemment, cette technique se base aussi sur ce qu'on appelle la RT-PCR. Et donc là, j'insiste un petit peu là-dessus parce que cette RT-PCR, c'est elle qui permet d'identifier les gènes qui ont été activés ou inhibés. Et c'est une technique qui est très sensible à ce qu'on appelle la contamination. Et aussi, on sait très bien qu'au-delà de 24-25 cycles, c'est même pas la peine d'analyser parce qu'on amplifie du bruit en fait. Et on est un petit peu surpris de revoir cette technique aujourd'hui utilisée pour caractériser une maladie avec des cycles qui peuvent monter jusqu'à 45. Ça n'a aucun sens. Aucun. Mais bon, il y a des gens qui prétendent qu'on peut sortir une information après 45 cycles RT-PCR, alors que les gens
qui utilisent pour les puces ADN savent très bien qu'au-delà de 25, déjà c'est très douteux, et qu'à 30, c'est même pas la peine d'analyser, vous perdez votre temps. Parce qu'il y a de fortes chances que vous regardiez du bruit et non pas le gène que vous voulez effectivement mettre en évidence. Alors, on a vu que, par exemple, ce gène sémium, jusqu'à 30 CH, donc 30 CH, je vous rappelle, on est bien au-delà de la barrière d'Avogadro. Il avait altéré 6 gènes sur 45 000, 49 ont été inhibés, 7 ont été exaltés. Donc, il y a un effet du remède homéopathique sur le gène. Donc ça, c'est bien connu. On a même identifié les gènes par RT-PCR, c'est les gènes de la fonction neuronale, pour ceux qui connaissent TAC3 et GAL, ça c'est le langage des biologistes, qui codent pour 2 neuropeptides. Il y a des gènes qui sont impliqués dans la transduction olfactive, des gènes dans l'inflammation et des gènes de la signalisation calcique. Vous voyez, 30 CH, paf, puce à ADN, et il y a des gènes qui sont inhibés, il y a des gènes qui sont activés. Alors on le sait très bien, on n'a pas changé le code génétique, on a juste fait ce qu'on appelle de l'épigénétique. C'est-à-dire, en épigénétique, le gène est ce qu'il est, par contre vous avez des interrupteurs. Et vous pouvez mettre l'interrupteur en position on ou en position off. Quand vous mettez l'interrupteur en position on, eh bien, le gène est exprimé. Quand vous mettez en position off, il est là, mais il ne peut pas donner naissance à une protéine. Il n'y a pas d'ARN messager qui est fabriqué. Voilà, donc on retrouve cette idée que le médicament homéopathique agit au niveau épigénétique, c'est-à-dire sur les gènes, la couche d'hydratation probablement, qui entoure la gaine d'ADN. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que chimiquement, si vous voulez verrouiller un gène ou l'activer, ça se fait par ce qu'on appelle de la méthylation. Ça, c'est le côté matière, mais mettre un groupement méthyle sur une base et ne pas l'avoir, ça veut dire que l'eau qui est autour se comporte de façon extrêmement différente, parce que l'eau voit bien ce groupement méthyle, et donc on a bien une modulation épigénétique du gène. Voilà, donc, non seulement on sait ce que c'est aujourd'hui un remède homéopathique, c'est un mélange très subtil de matière, de gaz, d'eau et d'informations, mais on sait aussi comment ça agit au niveau épigénétique, c'est-à-dire que ça fait comme un remède classique, vous activez des gènes, vous les réprimez, et à ce moment-là, ben oui, si vous activez des gènes, vous les réprimez, vous aurez une réponse biologique. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Alors, on en arrive à ce petit schéma qui a été publié dans une revue par Paolo Bellavite, un grand chercheur italien. Et ce petit schéma a le mérite de bien rappeler ce qui se passe, en fait, lorsqu'on veut faire de la médecine et comprendre le dogme de la biologie moléculaire, c'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose dans l'organisme, j'ai donc cette molécule qui est l'ADN, qui forme une double hélice. Donc, normalement, elle est empaquetée comme ça, de façon très compacte. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est la déplier. Vous la dépliez localement, et là, vous allez pouvoir lire un gène, et en lisant ce gène, vous allez produire ce qu'on appelle un ARN messager. Cet ARN messager va être envoyé hors du noyau, il va être ensuite pris en sandwich dans une petite usine qu'on appelle le ribosome, et ça va tricoter une protéine. Voilà, donc il n'y a aucun mystère là-dedans. Maintenant, comment activer le gène? Eh bien, classiquement, avec ce qu'on appelle la médecine moléculaire, vous envoyez une molécule, un substrat, qui va se fixer sur un récepteur. On dit qu'il y a des récepteurs dans la membrane. Je vous rappelle que la membrane elle est faite de ces choses-là. Nous, on s'est intéressé à ce qui se passait là, au niveau de l'eau, d'hydratation des têtes polaires, c'est là où se trouve l'information, mais on peut aussi s'intéresser à la membrane elle-même, qui contient des protéines qui sont enchâssées dans cette membrane. Chaque protéine est dédiée à une molécule, et quand la molécule arrive, la protéine change de conformation, et ça va induire donc un système de lecture ou d'inhibition de lecture du gène dans le noyau, d'où après la réponse d'une production ou pas production d'une protéine suivant qu'on active ou qu'on inhibe.
Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus aujourd'hui. Hein. Il y a ces récepteurs, on peut les isoler, on peut les caractériser, on sait mettre les molécules, on voit bien que le récepteur change. Donc tout ça, c'est parfaitement compris et connu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement remettre le médicament homéopathique dans ce schéma. Ben voilà, vous l'avez ici. Maintenant, on ne va pas travailler avec la membrane, on va travailler avec la couche d'hydratation qui est sur cette membrane. Et comme on l'a vu, si la théorie des domaines de cohérence est valable, cette couche d'hydratation qui est ici, et qui rend en fait l'eau dans cet état-là, c'est-à-dire qu'on appelle une eau morphogénique, eh bien, elle peut supporter de l'information. Et en particulier un spectre de fréquence. Il y a les domaines de cohérence, c'est-à-dire qu'on va mémoriser non pas la molécule, mais son spectre de fréquence au niveau de ces membranes lipidiques. Voilà, donc on va utiliser les domaines de cohérence, et à ce moment-là, on prend la molécule, la même, on dilue en dynamisant pour récupérer de l'eau informée, et cette eau informée va envoyer un signal électromagnétique, parce qu'elle a des fréquences qui sont codées, et ce signal électromagnétique va déclencher la même action biologique que la molécule physique. Et ça, encore une fois, ça ne doit surprendre personne, puisque on sait très bien que tous les récepteurs ici sont eux-mêmes hydratés. On ne peut pas imaginer une protéine sans eau. Donc quand vous envoyez de l'eau informée sur de l'eau qui donne la forme à la protéine, si vous amenez une nouvelle information, la protéine va s'hydrater ou se déshydrater, ce qui provoquera un changement de forme. Et la provocation de ce changement de forme par la variation de l'activité de l'eau va provoquer la même chose que si vous aviez envoyé la molécule physique. Donc ça marche. Ensuite, on a un troisième mode d'action qui, lui, est encore plus différent, mais surtout peut-être plus intéressant, c'est qu'on ne va même pas faire tout le processus de dilution-dynamisation, on va juste enregistrer le spectre de fréquence de la molécule. Et après, on envoie la fréquence directement par des moyens électromagnétiques. On envoie la fréquence qui va de nouveau activer le récepteur. Alors là aussi, cette voie ne doit surprendre personne, puisque c'est une voie où, si on prend le paradigme clé-serrure de la biologie, ça c'est le Moyen-Âge, c'est-à-dire j'ai une serrure, je prends une clé, je la mets dans la serrure et je tourne. Vous êtes au Moyen-Âge. Là, vous êtes déjà à la Révolution française. C'est Hahnemann, on pense qu'il y a peut-être quelque chose d'immatériel qui va permettre de faire le même boulot. Et puis là, vous êtes au XXIe siècle. Aujourd'hui, plus personne n'utilise de clé pour ouvrir une porte de voiture. Tout le monde envoie une onde et la serrure s'ouvre suite à une excitation électromagnétique. Donc voilà. Alors après, quand vous voyez des gens, des hommes politiques comme ça, qui vous expliquent qu'il y a l'homéopathie, c'est n'importe quoi, que ça ne soigne pas, qu'il faut absolument arrêter de dérembourser, qu'il faut empêcher d'enseigner cette discipline dans l'université, vous comprenez, ils sont tous fous. Quoi, on est fous? Non, on n'est pas fous. Simplement, on réfléchit et on utilise le langage de la biologie et on met en place des nouveaux cadres de pensée, des nouveaux paradigmes qui permettent d'inclure non seulement la bonne vieille médecine chimique, on ne veut pas dire qu'elle ne marche pas, elle va marcher, mais dire qu'il y a d'autres moyens de solliciter tous ces récepteurs protéiques à la surface des cellules.